avec les usagers, avec la bibliothèque Louise Michel. Je suis Astrid Chabin, je travaille à la bibliothèque municipale de Tours et avec Aude de Villiers à mes côtés, nous faisons partie du groupe BibDoc qui organise cette journée sous la houlette du conseil départemental d'Indre-et-Loire. Merci à Camille Vroman et Quentin Le Guével de la bibliothèque parisienne Louise Michel d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de vous entendre sur le sujet. Pour tout vous dire, dès qu'on a abordé la question de la participation en bibliothèque, on a tout de suite pensé à vous. Pour présenter la bibliothèque Louise Michel aux participants qui ne connaissent pas encore cette structure, c'est une médiathèque, on peut dire de poche, située dans un quartier populaire de Paris, dans le 20e arrondissement, inaugurée en 2011, 2 niveaux sur 960 mètres carrés, qui a été placée dès le départ sous le signe de la cohésion sociale. Vous faites partie d'une équipe très active et très suivie des bibliothécaires, notamment par le biais de votre blog, Louise et les canards sauvages, et aussi de vos nombreuses animations. On vous suit, je pense, un peu partout de toute la France assez activement. Vous vous êtes distingué très vite dans votre rôle de formation et de culture du test, et vous avez mis dès le départ la participation des usagers au cœur de votre métier. Et vous allez sans doute, comme l'a évoqué Franck Beau dans l'intervention précédente, nous expliquer dans quelles conditions cette participation s'est mise en place et surtout, vous allez aussi nous parler évidemment des limites de cette participation. Pour vous présenter plus personnellement, Camille Vroman, donc vous faites partie depuis 3 ans maintenant de l'équipe de la bibliothèque Louise Michel. Vous vous occupez plus spécifiquement des collections romans et BD en jeunesse. Vous êtes formatrice donc, sur la participation des usagers et les biblio-remix. Quant à vous, Quentin Le Guével, vous faites partie de l'équipe de la bibliothèque Louise Michel depuis 6 ans. Votre spécialité à vous, c'est les jeux, les publics éloignés et la communication. Vous êtes également formateur sur l'accueil, la participation des usagers en bibliothèque et sur le biblio-remix. En ce qui concerne donc votre intervention, elle est prévue pour durer environ 1h30. Donc, vous avez le temps de répondre aux questions. Donc, vous avez souhaité que les participants interviennent tout au long de votre exposé pour alimenter vos propos. Donc, n'hésitez pas à participer. Nous vous demandons quand même de couper les micros et les caméras pendant la discussion, mais de les rallumer pour poser vos questions. Vous avez également à votre disposition un chat qui fonctionne très bien depuis ce matin pour poser par écrit vos questions si vous le souhaitez. Et dernière chose, les supports seront en ligne sur le site bibdoc.fr. Je vous laisse la parole et encore merci de votre participation pour cette journée. Merci beaucoup de nous accueillir. Merci beaucoup. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont des petits problèmes pour voir l'image ou nous voir ou attendre dans la salle d'attente. J'ai le chat et il y a des petites réflexions sur le chat. Donc, j'espère que tout le monde... De la même manière, on ne peut pas encore partager notre PowerPoint pour le moment. Oui. Visiblement, il faut on nous dit que seuls les organisateurs, les présentateurs d'une réunion peuvent partager du contenu. Dans tous les cas, comme pour notre micro. Donc, j'espère qu'on pourra vous partager notre PowerPoint. Mais on peut commencer, en effet, à vous parler de la participation à Louise Michel. Même si, je donne juste un peu la parole. Claudie, est-ce que tu peux leur donner les droits, les afficher comme présentateurs, comme ils se sont remis, les remettre comme présentateurs et supprimer aussi la diapositive. Ce serait parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, après, je ne suis pas sûr qu'on parle aussi bien de la bibliothèque Louise Michel que l'introduction qui vient d'en être faite, parce que c'était quand même extrêmement... voilà, on veut bien refaire ça plus souvent. Est-ce que le partage d'écran marche là ou pas? Non, toujours pas. Toujours pas. On peut commencer à vous parler de la participation quand même. Les premières slides ne sont pas indispensables. Comme ça, on va... Voilà, le temps que ça se fasse bien. Oui. Alors... du coup, dans notre première slide normalement qu'on voit, mais bon, je vais vous la lire en attendant qu'on puisse vous partager l'écran. On a une petite définition qu'on aime bien donner quand on fait des formations sur la participation, qui résume assez bien l'esprit de ce qu'on fait chez nous. Alors encore une fois, tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, ça va être plutôt un retour d'expérience de Louise Michel, de ce qu'on fait chez nous, dans notre bibliothèque spécifique, sur un territoire spécifique, avec l'équipe qu'on a, les moyens qu'on a, etc. C'est plus un retour d'expérience qu'une grande théorie sur la participation. Mais effectivement, on aime bien commencer quand même par une petite définition.
Donc, on a gardé une définition de Sherry Einstein qui dit « La participation est une forme de pouvoir exercée par les citoyens n'ayant pas accès aux positions de décision. Ce pouvoir de participation se caractérise par le degré d'aptitude des participants non décideurs à influencer le résultat final et concret d'un processus de définition de politique. » Alors là, du coup, je vous ai tous perdus. C'était une définition un peu longue, mais en gros, ce qu'il faut retenir de cette définition, ce qui est hyper intéressant pour nous dans notre travail au quotidien sur la participation, c'est l'idée de faire, de faire pour les usagers, de passer de faire pour les usagers à faire avec les usagers. C'est une question qui parfois il faut se poser parce que souvent on se dit ah tiens on voudrait faire de la participation et on reste parfois dans le côté ascendant de faire pour eux quand même un peu à leur place au lieu de faire avec eux ou de les laisser faire. Voilà, donc il y a une question derrière de gouvernance qui est hyper intéressante et de posture professionnelle qu'on va bien sûr vous expliquer plus en amont dans le reste de la formation. Enfin on va détailler ça plus précisément, mais effectivement la question de la gouvernance est au cœur de tout ça et de notre position de bibliothécaire. Alors, est-ce qu'on peut enfin partager cet écran ou toujours pas? Non, on ne peut pas. Non, toujours pas. Alors, j'ai enlevé le partage d'écran, pourtant. Et maintenant, en fait, visiblement, il faut qu'on soit organisateur, on est de votre présentateur pour partager du contenu. Il faut qu'on soit organisateur pour pouvoir partager du contenu. Il faut que je change notre statut, en fait. Bonjour, du coup, à tous ceux qui nous voient. Vous nous voyez, enfin, vous nous voyez même pas, en fait. Est-ce que vous pouvez nous mettre en tant qu'organisateur pour qu'on puisse partager le PowerPoint? Non. Alors, on y travaille. Normalement, c'est la personne qui a lancé le lien qui doit pouvoir faire ça. Donc, Claudie, si tu peux les mettre sous leur nom en présentateur, leur donner le statut de présentateur, ce serait idéal. Merci beaucoup. Et moi, je vous vois en tout cas. C'est parfait. On peut continuer, objectivement. Alors là, théoriquement, on vous montrera une slide et on veut que vous imaginiez. Maintenant, on va vous mimer une échelle. Voilà, une échelle. Une échelle, voilà, comme ça. Comme ça, avec des petits barreaux. L'échelle de la participation. Et sur cette échelle que vous commencez à vous représenter mentalement, avec plein de petits barreaux, c'est en fait un outil qui est hyper intéressant et qui est un outil un peu théorique qui a été développé par une sociologue qui s'appelle Einstein et dont l'objectif est en fait de définir les différents niveaux de participation. Ce que vous voyez bien sûr mentalement dans votre échelle, c'est que cette échelle, elle va d'un critère de manipulation, qui est considéré comme le premier degré de participation, on y viendra, au contrôle citoyen, qui est en fait le moment où les citoyens ont les clés de la bibliothèque, prennent les décisions et vous êtes invités chez eux à travailler et la vie reste belle. Ce qui est intéressant avec cette échelle, en fait, c'est qu'elle développe l'enjeu principal de la participation qu'on a un peu tendance à oublier parfois, à savoir que la participation, on va pouvoir vous partager le truc, c'est en fait un exercice du pouvoir. C'est celui-ci qu'on veut, tout à fait. Est-ce que vous voyez notre merveilleux diaporama? Vous le voyez peut-être? Moi, oui, mais les autres, je ne sais pas. Bon, ça a l'air d'aller. Si vous le voyez, c'est que les autres le voient, j'espère. Donc, oui, on le voit. Parfait. Merveilleux. Là, vous avez notre petite définition. Voilà. Et ensuite, nous avons donc cette fameuse échelle. Alors, si vous avez imaginé dans votre tête un truc beaucoup plus élégant que ça, on est désolé. On a essayé de mimer quelque chose pour tant de bien. Ce qui est intéressant avec cette échelle, donc, c'est de voir que la participation, c'est vraiment pas une manière simplement d'être gentil avec les gens, c'est pas une manière de faire pour des usagers, c'est pas une manière simplement de penser une manière de faire de l'action culturelle ou de l'animation, c'est une manière de penser le partage du pouvoir. Et si jamais il y a un truc auquel on s'attache le plus dans cette intervention, c'est ça, comme dans la définition qu'on vous a dit, c'est que plus on va vers une bibliothèque participative, plus on va vers une bibliothèque qui délègue son pouvoir. Et quand on parlait de limites, ça va être quelque chose dont on parle, puisque les limites de la participation, c'est avant tout le pouvoir qu'on est prêt à déléguer. Ce qui est intéressant avec ça aussi, c'est de voir que l'idée de cette échelle, ce n'est jamais de dire qu'une participation réussie, c'est d'être dans du contrôle citoyen à chaque fois. Une participation réussie, c'est une participation qui est cohérente entre les objectifs qu'on a au début, les moyens qu'on a mis en place et donc le pouvoir qu'on a proposé aux citoyens. Il y a quand même un endroit dans cette échelle où on ne veut jamais être et qui est la manipulation. Qu'est-ce que c'est la manipulation? La manipulation, c'est ce moment où vous avez fait croire à des gens, par exemple, que vous alliez leur laisser choisir le nom d'une animation avec un vote.
mais que vous avez choisi le nom au final. Et je sais qu'il y en a un bon quart d'entre vous qui sont en train de réaliser que oui, je suis en train de parler de vous. Ça nous est déjà arrivé Ça aussi, nous est arrivé à nous. Je vous rassure. La manipulation, ça, c'est le degré de l'évidence. Mais ça peut être des choses plus insidieuses. Par exemple, dans la participation, inviter quelqu'un qu'on a pris au pif dans la bibliothèque, dans une réunion de direction, pour lui faire prendre des décisions. Si la personne n'est pas informée, si la personne n'a pas été prévenue à l'avance et si la personne n'en maîtrise pas les enjeux, c'est pareil. Évidemment, ce qui est important avec le partage du pouvoir, et on va revenir plein de fois là-dedans dans cette présentation, c'est que prendre des décisions, ça demande d'être informé, prendre des décisions, ça demande déjà d'être acteur d'un endroit, et que la participation, c'est donc un processus long qui commence pas à pas de participation des usagers à la gouvernance de la bibliothèque par des petites actions, par le besoin de se sentir légitime, et par, dans l'équipe, bien sûr, une acceptation du fait qu'à la fin de la journée, les gens vont gagner en pouvoir, quitte à ce qu'on en perde un peu. Et en fait, on se rend compte aussi en regardant cette échelle qu'il y a plein de choses que toutes les bibliothèques font déjà, organisent déjà. En fait, la participation, on en fait tous au quotidien en bibliothèque, à différents degrés. Mais c'est parfois intéressant quand on mène un projet et qu'on le souhaite participatif ou qu'on aimerait arriver vers du participatif, d'essayer un peu de se replacer sur cette échelle de la participation pour prendre un peu de recul sur notre projet, savoir à quel point on en est justement dans ce souhait de faire participer les citoyens. Voilà, c'est plutôt un outil qu'une référence absolue, quoi. C'est vraiment quelque chose qui nous permet d'évaluer aussi notre travail. Je vais mettre le chat. Juste voir si on a des petits... Alors, je préviens, nous, on voit sur notre ordinateur le PowerPoint, mais comme on a dit au début, comme a été dit au début, on est tout à fait partant pour qu'il y ait des gens qui participent, donc n'hésitez pas à réactiver votre micro pour poser des questions pendant l'intervention. Oui, parce que du coup, on ne voit plus le chat, en fait, pendant qu'on a notre PowerPoint, donc ça va être... voilà. Alors, pourquoi on fait du participatif? C'est la question qu'on nous pose souvent. Pourquoi finalement on est parti là-dessus? Mais à quoi ça sert le participatif? À quoi ça sert et pourquoi on le fait? Alors, une des premières raisons, donc on en parlait, c'était la question de la légitimité. Quand on veut que les gens prennent des décisions, participent, ils ont besoin déjà de se sentir légitimes pour venir à la bibliothèque, et pas seulement pour y venir, mais pour s'y sentir acteurs. Ce qui est une sacrée différence déjà par rapport au simple fait de passer la porte, lire un Naruto planqué dans les toilettes en 3 secondes, puis partir comme si de rien n'était. L'idée de la légitimité, en fait, c'est que c'est quelque chose qui se construit en montrant aux gens qu'ils peuvent prendre une place, qu'ils peuvent avoir des savoirs qu'ils vont pouvoir présenter aux autres et qui vont pouvoir, en fait, tout simplement, par moment, supplanter le bibliothécaire. L'idée, nous, une des premières participations qu'on a mis en place, ça a été autour, non pas forcément du savoir, mais des savoir-faire. Ce qui est intéressant, là, ce qu'on voit sur cette image, avec des enfants qui ont tous maintenant pris 8 ans dans la tête, et je n'en reconnais presque plus un seul, puisque là, c'est vraiment un des premiers ateliers qu'on a fait, c'est qu'on voit un atelier de création de Scooby-Doo. Qui est en train d'être piloté par cette jeune fille en bas à droite de l'image, qui est probablement en train de foutre la honte à tous les autres enfants qui essayent de faire n'importe quoi avec des Scooby-Doo, mais qui est en tout cas, à 11 ans à l'époque, en train de piloter un atelier à la bibliothèque. Ce qui fait qu'elle pilote un atelier, c'est qu'on lui a dit qu'elle peut le faire bien sûr, mais qu'on a aussi valorisé des savoirs qu'elle maîtrise. Et ce savoir, en l'occurrence, c'est un savoir-faire tout simple, faire des Scooby-Doo. Ce qui est important avec ça, c'est qu'il y a quand même toujours cette idée de la bibliothèque comme d'un temple un peu du savoir et que ça met déjà une énorme barrière symbolique qui n'est pas forcément évidente à dépasser quand on se sent déjà pas forcément à l'aise pour venir. Ce qui fait qu'on en est bien évidemment déjà extrêmement loin de la participation quand on en est à cette étape. Avec les savoir-faire, ce qui est dingue, c'est que tout le monde en possède un. Que ce soit juste faire un Scooby-Doo, que ce soit ce plat que vous savez cuisiner parce que ça vient de votre arrière-arrière-grand-père et que vous en êtes hyper fier, que ce soit simplement que vous êtes assez doué pour découper des dessins et les colorier en rouge, qu'importe. Tout le monde a un savoir-faire et donc à partir de là, tout le monde peut animer quelque chose et se sentir la capacité de participer. Bref, là-dessus, c'est un très très bon moyen de susciter la participation que de valoriser des savoir-faire et de permettre aux gens, du coup, d'animer des ateliers autour. Excusez-moi, pardon. Oui. Je vous interromps, c'est une parenthèse technique. On a sur le slide des rectangles gris qui gâchent un peu l'image. Je ne sais pas d'où ça vient. Voilà. Excusez-moi, c'était technique. Je ne sais pas ce qui se passe. Des rectangles gris. Alors, dans ce cas, on va faire autre chose. Je ne vais pas l'afficher en mode diaporama. Je vais l'afficher juste en mode PowerPoint. Donc, ça sera un peu moins élégant. Mais ce n'est pas très grave.
Est-ce qu'on peut pas... Est-ce que là, c'est bon pour vous? Vous voyez l'image? Il y a toujours des rectangles gris qui se mettent. Je ne sais pas d'où ça vient, mais Ils ne sont pas très gros, ces rectangles, et je trouve que ce n'est pas très gênant. Ils sont sur les côtés, on voit bien l'image centrale et tout le monde les a pas. ok, ça marche. Bon, c'était un détail. D'accord, non, vous faites bien de nous dire. Du coup, on repart plutôt en diaporama. On va tenter. Bon, si c'est vraiment trop affreux, vous nous dites, hein, vous nous arrêtez. On montre pas le diaporama, on montre notre écran. Alors, attendez. Je vais vous partager à nouveau le diapo. Je vous refais le partage du diaporama. Hop, c'est reparti. Ok. Voilà. Oui, donc cette histoire de légitimité, elle est importante effectivement pour inclure de nouveaux publics et voilà, faire les gens se sentir légitimes. C'est vraiment un des objectifs du participatif. Mais aussi, parfois, ça nous permet, le participatif, d'enrichir notre offre, en fait, en proposant finalement des services en plus, des choses qu'on n'aurait pas eu le temps de proposer à la bibliothèque en temps normal si on n'avait pas laissé la porte ouverte à des usagers, à des bénévoles, des personnes qui s'impliquent, du quartier, qui s'impliquent dans la vie de la bibliothèque. Donc là, on vous a pris l'exemple assez classique, que peut-être d'autres bibliothèques d'ailleurs font, il y en a plein qui le font, de l'aide aux devoirs par exemple. Mais on a aussi quelqu'un qui s'occupe de notre jardin, parce qu'on a la chance d'avoir un petit jardin, et on a un usager qui est passionné par le jardinage et qui du coup organise plein de choses autour de notre jardin, des trocs de plantes, là on a lancé une bouturothèque, et idem pour le jardin, pour le jardin, l'aide aux devoirs, ce sont des bénévoles qui assez rapidement nous ont proposé ce service qui a beaucoup de succès et qui en fait donc tous les mardis et les jeudis, malheureusement pas trop en ce moment, mais tous les mardis et les jeudis après l'école, c'est presque en autogestion, même carrément en autogestion par ces bénévoles qui accueillent des enfants. Nous, on leur prête juste la salle, on fait des inscriptions des enfants dès qu'ils arrivent de l'école pour qu'ils passent les uns à la suite des autres. Mais tout le service, en fait, est proposé par ces gens. On pourrait appeler ça aussi du bénévolat. En fait, nous, à Paris, on n'a pas beaucoup de bénévoles, donc nous, on l'inclut dans ce qu'on appelle la participation des usagers, parce que, en fait, c'est un peu pareil. La question, elle n'est pas de différencier l'un ou l'autre. C'est l'idée qu'en fait, des habitants proposent quelque chose et que nous, on dispose pour leur faciliter le travail et leur faciliter la réalisation du projet qu'ils veulent mettre en place. Notamment quand le projet marche extrêmement bien. La l'aide aux devoirs, il y a beaucoup de demandes. Le jardin aussi. C'est vraiment des plus, en fait, qui apportent énormément au lieu et que nous, en tant que bibliothécaires, avec nos savoirs, etc., ou même le temps qu'on a ou la gestion de notre travail au quotidien, on n'aurait pas eu le temps de monter. L'aide aux devoirs, il faut déjà avoir des compétences pédagogiques, il faut avoir le temps. Le jardin aussi, c'est pareil, il faut avoir des compétences techniques, il faut avoir le temps de s'en occuper. Voilà, c'est des choses qui rentraient pas à nous dans nos emplois du temps si on veut faire tout seul. Donc, c'est pas un des objectifs du participatif, mais c'est une conséquence positive, j'ai envie de dire, du participatif, c'est quand même d'enrichir effectivement notre offre aux usagers, grâce aux usagers. Voilà. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que vu que c'est du participatif, c'est pas seulement qu'on n'aurait pas le temps de s'occuper du jardin si on devait le faire, mais c'est que si jamais il y avait quelqu'un qui s'occupait des jardins, mais pour nous, à qui on devait donner des directives à longueur de temps, on n'aurait pas le temps non plus. L'avantage du participatif, c'est que vu que cette personne a littéralement le droit de venir quand elle veut s'occuper du jardin et qu'on n'a aucun contrôle dessus, on n'en a non plus aucune charge mentale, aucun temps investi à essayer de donner des directives à quelqu'un, à le gérer, quoi que ce soit. Vu que cette relation est basée sur la confiance et le fait qu'il a le pouvoir de faire un peu ce qu'il veut dans notre jardin, c'est littéralement pour nous un service qu'on n'a pas à gérer, qui est positif pour la bibliothèque et qui marche du feu de Dieu. Ouais. Alors encore une fois, ça c'est des résultats souvent de relationnel de longue haleine, j'ai envie de dire, de quelque chose qui se construit avec le temps. On n'a pas d'un coup donné les clés du jardin à un usager du jour au lendemain, mais ça on va vous l'expliquer au fur et à mesure des slides. Mais voilà, ces services-là, ils ont mis du temps à se construire, ils ont bénéficié de relations privilégiées avec ces gens-là, de temps qu'on a pris pour parler avec eux, construire, c'est justement ces services en plus. Mais c'est vraiment un atout pour nous, quoi. C'est super. Alors,
Une autre raison qui est importante pour nous, c'est pour créer une communauté. Communauté, ça veut un peu tout et rien dire, mais pour nous, clairement, c'est un terme auquel on est très attaché à la bibliothèque. C'est l'idée d'avoir des gens qui sont partie prenante de la bibliothèque et qui vont commencer par petites touches à participer à un peu tout ce qu'on fait, à devenir parfois plus des usagers, copains qui nous connaissent, qui nous suivent, avec qui on discute et qui vont faire vivre la bibliothèque, que simplement des usagers. Et là-dedans, la participation, c'est évidemment un excellent moyen de créer une communauté de gens investis autour du projet de la bibliothèque et qui vont se sentir l'envie de participer, d'investir le lieu et ainsi de suite. Un des exemples pour nous qui a été intéressant, c'est qu'on a commencé à faire des soirées jeux de rôle. Et quand on a commencé à faire des soirées jeux de rôle, j'ai même revenir un peu en arrière, c'est quand on a commencé à avoir vaguement un peu envie de faire du jeu de rôle à la bibliothèque. Au début, pour faire l'historique très rapide, on avait déjà des fonds de jeu, ça nous semblait intéressant d'avoir du jeu de rôle, sauf qu'on n'avait pas beaucoup de contacts, on ne savait pas vraiment comment faire, et notre passion du jeu de rôle, ça se limitait à 2-3 collègues dans l'équipe qui avaient lancé un peu des dés autour de Donjons et Dragons il y a beaucoup trop longtemps, et si on en avait une bonne image, on n'en avait pas forcément les outils. On a commencé par faire quelques soirées qui n'était pas du tout assumé sur le thème de littérature et jeux de rôle, où on invitait des auteurs pour faire 1 heure de conférence, puis on se dépêchait de sortir des dés et de faire jouer des gens. Il y avait 20 personnes, c'était chouette, mais clairement, on s'est rendu compte que tout le monde venait surtout pour faire du jeu de rôle. Suite à ça, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a tenté péniblement de faire démarrer la chose, mais sans avoir les compétences, sans avoir les outils, puisqu'acquérir du jeu de rôle, c'est très compliqué en bibliothèque, vu que c'est pas sur Electre, par exemple. Et que les usagers, qui faisaient déjà partie pour beaucoup de la communauté de gens qui s'étaient formés autour d'Action Participée à la bibliothèque, se sont donc emparés de ça et ont fait eux-mêmes un appel à dons qui a réuni 140 documents, autour duquel un usager rôliste assez passionné a fait une espèce d'énorme politique documentaire pour garder 80 bouquins, qui a fait l'objet d'un leg à la bibliothèque, et autour desquels, par la suite, on a assuré des soirées jeux de rôle mensuels qui réunissaient avant le Covid environ 100 et 120 personnes tous les mois. Et tout ça, ce qui est intéressant en fait, autour de ce projet, c'est que ça ne vient pas du tout on décide de faire du jeu de rôle, il se trouve qu'il y a plein de rôlistes passionnés, bam, ça marche. Ça vient du fait qu'une communauté a été formée autour de la bibliothèque, de gens qui sont prêts à s'investir et à donner du temps et de l'investissement. Et que parmi ces gens-là, il s'est trouvé qu'au bon moment, au bon endroit, il y avait des gens qui faisaient du jeu de rôle. En l'occurrence, c'était un des éditeurs qui était devenu un copain de la bibliothèque depuis longtemps déjà, et qui a, lui, décidé donc de porter ce projet, d'animer donc cette communauté et de nous permettre d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on aurait pu faire sinon. Et tout ça, du coup, grâce à cette notion de communauté qu'on a pu animer donc grâce au participatif, en donnant du pouvoir aux gens et en leur donnant le sentiment, c'est là où je voulais en venir, que puisqu'ils font partie de la communauté de la bibliothèque, quand ils décident en fait simplement, sans vraiment nous demander notre avis, de faire un énorme appel aux dons pour créer un fonds de jeu de rôle à la bibliothèque, on le prendrait bien, on considérerait la chose et on l'intégrerait à nos fonds. Parce qu'encore une fois, ils n'étaient plus dans une distance institutionnelle avec nous, mais parce qu'ils avaient le sentiment qu'étant partie prenante de cette communauté, ce serait quelque chose qui serait accepté, ce serait quelque chose qu'ils pourraient spontanément faire. Et ça se retrouve aussi dans les soirées parce qu'il y a une page Facebook qui s'est créée. Les maîtres du jeu sont toujours des gens. Il n'y a plus du tout de collègues qui font maître du jeu. Il n'y a même plus de nécessité vu que tout le monde est très impliqué. Et donc, elles sont toutes devenues autogérées presque ces soirées. C'est très intéressant parce que du coup, vraiment, la communauté, elle est montée en puissance. Et c'est un des trucs qui a le plus de succès chez nous. Enfin bon, alors, avant le Covid, hein, bien sûr, parce que 100 personnes qui jouent à des jeux de rôle en ce moment, c'est pas trop possible. Mais voilà, c'est un bel exemple de ce qui peut arriver en bout de chaîne. Peut-être qu'on peut jeter un œil au chat. Oui, tout à fait. Voir s'il y a eu des questions. Alors, il y en a eu avant. Alors, qu'est-ce qui a permis de casser la distance institutionnelle? Quel a été le point de départ? On va y revenir beaucoup, mais là-dessus, quand on parlait d'y aller petit à petit, ce qui a permis qu'est-ce qui a été le point de départ en général pour nous, c'est une espèce de hacking de la vraie vie quand on est français, j'ai l'impression, c'est de proposer du café et du thé aux gens à la bibliothèque et de papoter avec les gens. Un des enjeux du troisième lieu en général, c'est la discussion et c'est les relations informelles. Ce qui est intéressant avec nous, avec ça là-dedans, c'est que ce qui a généralement été toujours le point de départ de toutes ces success stories de participation, mais dont on reviendra vraiment sur le comment et sur les petits pas, ça a toujours été une relation avec un usager, toujours informelle au début, qui s'est souvent créée autour de
proposer un thé à la menthe à quelqu'un un après-midi en voyant qu'il y a le temps de discuter avec les gens et de s'intéresser simplement à ce que font les gens, à ce qu'éventuellement ils voudraient faire à la bibliothèque, et ainsi de suite. Et même avant ça, simplement leur demander leur nom, leur prénom et papoter un peu. Oui. Là, vraiment, il y a quelque chose qui est... Enfin, là, on ne va pas vous parler de l'accueil à la bibliothèque pendant 3 heures, mais avant tout ça, avant les actions participatives, il y a effectivement notre posture d'accueillant dans ce 3e lieu, parce que c'est une sorte de 3e lieu, ce qu'on a créé ici. Enfin, après le 3e lieu, on y met beaucoup de choses maintenant, mais par rapport à notre posture d'accueil, il y a quelque chose de proactif. On a un accueil qui se veut individualisé, qui se veut bienveillant, effectivement, et voilà, on est toujours au taquet, hyper observateur de ce qui se passe. Pourquoi tu ris? Ah oui, il y a des bières sur les photos. On reviendra sur les bières en bas à gauche de la sur photo. des bières. Oui, donc en gros, ce qui a permis de casser la distance institutionnelle, c'est déjà que nous, on est très mobile dans l'espace. Enfin, je vous parle de petites choses concrètes, mais parfois, c'est vraiment ça qui aide à visualiser. Mais on est toujours très mobile dans l'espace. On est rarement coincé entre le mur et notre banque d'accueil. On est tout le temps en mouvement, tout le temps effectivement dans la proactivité vis-à-vis des gens, dans la recherche de contact, de liens. Créer du lien, ça paraît une phrase un peu fourre-tout, mais c'est un peu ça en fait qu'on essaie de faire au quotidien. Et de cet accueil individualisé, il en est des choses, effectivement, le fait que les gens nous appellent par notre prénom, qu'on puisse discuter avec eux de leur passion. Enfin voilà, après ça, une fois qu'il y a une année, 2 années de cette relation-là, les gens proposent vraiment des choses et se sentent à l'aise. Alors parfois ça va plus vite pour les enfants, mais pour les adultes, ça prend vraiment du temps, quoi. Ça vient pas du jour au lendemain. Et nous, on a eu la chance que ce soit dès le départ, c'est-à-dire que, en fait, dès l'ouverture. Parce que parfois, quand on essaie de faire ça, alors que la bibliothèque a déjà 20 ans d'ancienneté, c'est beaucoup plus dur. Là, nous, on nous parle de notre expérience à nous, où la bibliothèque était comme ça dès l'ouverture. Et du coup, ça a été facile comment dire, à pérenniser. Et s'il y a bien un truc avec la participation, que juste une leçon à faire la participation, c'est qu'on a parfois de l'image de la participation comme d'animation avec le public. Et qu'on imagine que la participation, c'est ces affiches qu'on a collées dans le hall appelant les gens à participer à telle ou telle animation. Mais si on devait retenir juste un truc, nous, de la participation à Louise Michel, c'est que c'est avant tout, ça semble un peu cliché ce que je vais dire, mais des relations qui ont été tissées avec des gens de manière informelle, et que ces relations, quand elles fructifient sur le long terme, ça donne ce qui va être la participation. Et pour les bières, c'est intéressant, mais on y reviendra, les soirées jeux de rôle à la bibliothèque, ce qui font qu'elles marchent aussi, c'est qu'il y a un sentiment d'être comme à la maison. C'est un terme auquel on tient beaucoup. C'est-à-dire que si vous jouez au jeu de rôle chez vous, il y a de fortes chances que vous le fassiez avec vos potes, avec des chips, des pizzas et des bières. Évidemment, à la bibliothèque, il n'est pas question d'avoir des gens en état d'ébriété. Et évidemment, il y a un cadre qu'on fait respecter, bien sûr. Mais par contre, cette idée de faire comme à la maison, elle est importante pour nous. Oui, donc voilà, il y a toujours à manger en tout cas. En plus, peut-être qu'on répond à la question par contre, Federico, et puis après on repart. J'allais revenir sur cette question. L'histoire d'un centre social dans la bibliothèque ou une bibliothèque qui devient un centre social, c'est dans les questions du chat. Oui, je comprends qu'on ait cette vision-là, parce qu'effectivement, ça casse un peu les codes par rapport aux bibliothèques, on va dire, classiques, même si je pense qu'en ce moment, toutes les bibliothèques se réinventent et changent et évoluent. Effectivement, si on a une vision de la bibliothèque très ascendante, avec des bibliothèques prescripteurs et un lieu qui est vraiment tourné vers le côté culture, on va dire traditionnelle, etc. On n'est plus trop dans ce cadre-là. De là à dire qu'on est un centre social, non, parce qu'on a toujours une grosse importance donnée aux collections et aux missions classiques d'une bibliothèque. On a quand même un rôle de prescripteur. On a une grosse politique documentaire très réfléchie. On a beaucoup de choses qui sont faites au niveau des collections, au niveau des missions classiques. Mais en fait, au-delà de ça, on élargit nos actions pour aussi mieux répondre aux usagers qui sont au départ des usagers de bibliothèque, mais qui ont d'autres envies. Donc voilà, c'est effectivement, parfois, on est aussi un peu animateur, plus que bibliothécaire. Parfois, on est un peu plus dans l'animation que dans la mission classique. Et ce qui est un terme qu'on revendique d'ailleurs, pour nous être animateur, c'est en fait, tout quand on nous le dit, on trouve ça positif, parce que clairement pour nous, l'animation du lieu, c'est un énorme enjeu dans une bibliothèque, et que quand on parle de casser les codes institutionnels, on parle en fait d'animation du lieu en général.
Alors, je vois la question, donc accueil individualisé, qui était dans l'ADN de la Bible dans son projet de départ ou venu par la suite. Oui, justement, c'était dès le départ, dans l'ADN de la bibliothèque, l'idée d'avoir un accueil spécial et d'avoir la participation des usagers, tout simplement parce qu'au début, la bibliothèque, en fait, elle a été créée suite à une demande, en fait, du conseil de quartier. Donc, en fait, dès le départ, les habitants ont voulu que cette bibliothèque voie le jour. Et dès le départ, dès la préfiguration, il y a eu consultation, concertation avec les habitants. Et donc, du coup, dès le départ, cette envie d'avoir un accueil spécifique, bienveillant, individuel. Alors. C'était pas tellement une question, même si on est très d'accord avec ce qu'elle dit. Oui, on est d'accord avec ce que dit Mathilde Servet aussi. Comment gérer les éventuelles personnes qui abusent? Ce qui est intéressant, en fait, quand les personnes abusent en général, et je pense que c'est intéressant de le formaliser, c'est que, et c'est intéressant du coup que Benjamin du coup parle de limites, puisque les gens qui abusent, en fait, généralement, sont des gens qui prennent un pouvoir qui ne leur a pas été offert à la base. Et c'est pour ça que c'est important, justement, d'être assez clair sur les degrés de participation qu'on attend et sur le pouvoir qu'on délègue. Et c'est important aussi, du coup, d'être extrêmement clair avec les gens quant au pouvoir qu'ils peuvent prendre dans la bibliothèque. Maintenant, moi, du coup, en 7 ans de participation à la bibliothèque, j'ai extrêmement peu d'exemples de gens qui abusent. Paradoxalement, les limites que j'ai eues parfois avec les gens, où ça pourrait être des gens qui abusent en un sens, c'est rarement des gens qui utilisent la participation, disons, pour profiter de la bibliothèque, disons, d'une manière, ou pour, je sais pas, nous piquer des bouquins, nous prendre... ou se faire payer indûment, j'en sais rien, mais tout ce qu'on peut imaginer de pratiques un peu frauduleuses de la bibliothèque. Par contre, ce qui peut être compliqué, ça va être des gens qui, ça fait tellement longtemps qu'ils font de la participation à la bibliothèque, que c'est limite un peu devenu des collègues. Et la personne qui anime depuis 8 ans, par exemple, le groupe cinéma à la bibliothèque, et qui présente un film tous les mois aux habitants du quartier, donc il choisit le film, fait la présentation est compliquée, choisit le film, pardon, fait la présentation et autres. Pour lui, ça peut être compliqué parfois d'entendre de la part d'autres usagers que les autres usagers aimeraient choisir de temps en temps, les autres usagers aimeraient avoir le droit de présenter un de leurs films, et ainsi de suite. C'est presque plus ça, nous, qui a parfois été compliqué à gérer, pas des gens qui abusent, mais l'enthousiasme de gens dont il devient compliqué par la suite de remettre des limites. D'où l'importance, encore une fois, donc d'être très clair depuis le début. Mais vraiment, j'ai aucune, moi, histoire d'horreur en 7 ans de la participation à Louise Michel. Et par contre, dans la question d'après, qui nous demande si parfois on trie les propositions. Alors oui, bien sûr, on n'accepte pas tout et n'importe quoi, parce que malgré tout, il faut quand même qu'il y ait un consensus de l'équipe sur les projets participatifs qui sont proposés, qu'il y ait quelque chose qui soit quand même accepté. Après, de manière très légère, hein, on ne contractualise rien du tout, ni rien. Voilà, c'est pas... Mais on veut quand même que ça corresponde à ce qu'on fait dans le lieu, à notre esprit. Par exemple, tout ce que les enfants proposent, on ne peut pas tout faire. Et il y a des choses complètement folles et qui sont, ou alors qu'on a déjà testé et qui s'était mal passé. Voilà, il y a plein de choses. Voilà, on se permet de dire non aussi parce que c'est quand même notre lieu et on veut que ça ressemble à ce qu'on y fait dedans. Déjà, bien sûr, bien entendu, les projets participatifs sont soumis aux mêmes lois que les projets qu'on monte nous, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de religieux, de politique. Voilà, ça doit quand même correspondre à notre esprit. Après, les questions vis-à-vis de l'organigramme, on y reviendra parce qu'on va vous parler de gouvernance interne juste après. Donc, on y reviendra. Est-ce que tout le monde qui doit intégrer la notion d'animation ou seulement certains? Pareil, on vous redira tout ça sur l'organisation interne tout à l'heure. Il y a plein de questions. Sur le plan éthique, avez-vous déjà eu des débats? Alors, sur la charte, il n'y en a pas. Alors, peut-être que sur les questions organisationnelles, on y reviendra. Ça, c'est quoi? Par contre, la question, ouais, c'est de là, je pense que c'est bien de répondre maintenant. La question sur le plan éthique, je pense qu'elle est hyper importante et que c'est une question qui se pose beaucoup avec les bénévoles. Mais nous, dans la participation, l'idée n'est pas seulement de créer des faux collègues, en un sens. Ouais, non. Ouais. L'idée, c'est vraiment que les usagers de la bibliothèque se sentent au sens très très large comme des acteurs de la bibliothèque. Du coup, l'idée, c'est pas d'avoir 5 usagers fétiches qui deviendraient des faux collègues, même si on est ravi d'avoir des usagers qui prennent vraiment le pouvoir, mais c'est d'avoir une grande majorité d'usagers qui sont légitimes à prendre, parfois de manière temporaire, quand les gens ont le temps, la volonté et l'envie, en étant capables de tout abandonner du jour au lendemain s'ils ne peuvent plus, du pouvoir dans la bibliothèque. Je sais que parfois, et c'est compliqué, il y a en effet des bibliothèques où les barrières deviennent floues, parce que là, il y a des services qui commencent à tenir uniquement sur la présence avec des bénévoles. Et ça, pour le coup, pour moi, en effet, c'est une autre problématique que le cadre de la participation dans une bibliothèque qui resterait en effet fonctionnelle
mais moins riche, évidemment, c'est juste ça. Sans participation. C'est vraiment un plus pour nous, l'idée de la participation des usagers. Et je vois juste la question d'avant, l'entre-soi des usagers avec peu de renouvellement des participants. Ça arrive bien sûr que ce soit toujours les mêmes enfants qui participent. Et d'ailleurs, quand d'un coup ils grandissent et qu'on les perd, et ben, on se retrouve bien mal parce que d'un coup on n'a plus du tout d'enfants moteurs. Enfin, je vous parle surtout des enfants parce que moi je m'occupe plutôt de la jeunesse. Mais c'est un bel exemple, les enfants, parce que par exemple, effectivement, c'est souvent les mêmes qui du coup entraînent. C'est un usager ressource, on va dire, et puis il entraîne derrière lui tout un tas de gens. Et puis le jour où il part, on perd tout le monde. Donc de temps en temps, il faut se renouveler, faut chercher, donner la parole. L'idée, c'est que aussi, faut pas que ce soit phagocyté par toujours la même personne. Donc l'idée, c'est aussi d'ouvrir, nous, d'être vigilants sur les autres enfants qui ont l'air d'avoir envie de faire des choses, de renouveler régulièrement notre vivier de gens motivés et impliqués. Voilà. Alors, on va peut-être continuer du coup, mais il y a eu plein de questions sur la gouvernance qu'on a volontairement sautées parce que c'est quelque chose d'important pour nous et on va y revenir plus en détail. Mais promis, toutes les questions qu'on a posées sur l'organigramme, l'organisation interne et tout, elles ne sont pas oubliées. Et sinon, n'hésitez pas à les reposer sur la fin. C'est difficile pour nous de faire les deux parce qu'on n'a vraiment que notre PowerPoint quand on n'a pas le chat avec. Donc, pourquoi on fait de la participation? On continue sur ce pourquoi. Avec la participation, après la notion de communauté, la participation comme un outil d'inclusion. Ce qui est intéressant avec la participation là-dedans aussi, c'est que quand on parle de donner du pouvoir, il est intéressant non pas seulement de donner du pouvoir à nos usagers, mais c'est essayer de voir des gens à qui ça pourrait être concrètement utile d'avoir du coup du pouvoir, parce qu'ils en ont très peu, parce qu'ils ont peu de place pour leur parole dans l'espace public, et ainsi de suite. La participation, par exemple, nous, ça va être le fait de travailler avec le RJV. Là, c'est une soirée qu'ils avaient organisée. Autour d'une game jam, c'est un détail. Et oui, il y a en effet des bières en bas à gauche. Et c'est une association, en fait, qui fait de la formation pour des personnes, principalement du milieu LGBT, qui ont eu vachement de mal à se former, principalement pour cause de harcèlement, en passant par le milieu scolaire habituel des études d'informatique. Concrètement, c'est une assoce qui n'a pas beaucoup de moyens, qui porte un discours extrêmement important et qui a en fait pas mal de poids dans le milieu associatif, mais qui, face à des besoins concrets de gens d'apprendre et au besoin d'avoir un lieu pour faire de la pédagogie, se retrouve assez démunis. Là-dedans, la bibliothèque, ce qu'elle peut faire, et c'est ce qu'on fait avec eux du coup, c'est leur proposer tous les mois une salle qui est à disposition. Ils ont littéralement, enfin ils n'ont pas littéralement les clés, mais c'est-à-dire qu'on voit les gens débarquer, on ne se pose pas de questions, ils savent où c'est, ils se débrouillent. Ils font leurs cours. À la fin, la salle, elle est rangée, les tables, elles sont contre les murs, et il n'y a jamais eu de souci en 3 ans. Là-dessus, ce qui est génial en plus, c'est que non seulement nous, on sait qu'on peut prendre ou qu'on répond à un enjeu social qui est important, un enjeu d'inclusion, mais en plus, derrière, c'est un partenariat qui est riche, parce que ce que vous voyez là, c'est une soirée que par la suite, puisqu'on a développé avec eux des relations informelles et de confiance, ils ont animé une game jam à la bibliothèque, ce qui est en fait une soirée de création de jeux vidéo pendant toute une soirée, toute une journée par la suite. Et tout ça, c'est né du coup d'un partenariat basé sur la confiance où nous, on s'est vraiment dit comment est-ce qu'on peut essayer d'être utile. Alors oui, voilà. Alors encore une fois, donc pourquoi on fait du participatif? Donc pour créer avec les publics, c'est une des raisons principales. Je vais vous parler un peu du biblioremix junior, enfin des biblioremix juniors qu'on a fait à la bibliothèque, qui sont des beaux exemples de création avec nos publics. Alors, les biblioremix, déjà, je vais vous redire en 2-3 mots ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas. Je vous invite fortement à aller sur le site WordPress du biblioremix où il y a énormément d'outils et de ressources à disposition parce que c'est très bien fait. Le biblioremix en soi, c'est une méthode basée sur le design thinking et des outils de création, de créativité, etc., qui permet en fait de monter des projets innovants, de créer des projets innovants, de casser un peu les codes des bibliothèques, de repenser la bibliothèque. Normalement, un biblioremix, ça se fait sur 1 ou 2 jours avec des bibliothécaires, des usagers et des bidouilleurs. Ça peut être des graphistes, des architectes, des comédiens, enfin ça peut être toutes sortes de gens. Alors, le biblioremix, ça s'est fait dans plein de bibliothèques, dans plein de régions. C'est très intéressant. Ça permet vraiment de réinventer, de
créer des services innovants. On en fait encore beaucoup, nous, on est formateurs de Biblioremix. Et on a voulu, en fait, adapter cette formule pour faire un Biblioremix avec nos enfants de la bibliothèque Louise Michel. On l'a fait en 2016 et en 2019. On l'a refait. Notamment, d'ailleurs, pour relancer la participation, parce qu'il y avait un petit creux de la vague suite à un changement de génération d'enfants. Alors, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur 2 matinées, on a réuni les enfants dans des salles de la bibliothèque et on leur a, au début, fait un grand brainstorming sur tout qu'est-ce qu'ils aimaient à la bibliothèque, qu'est-ce qu'ils n'aimaient pas à la bibliothèque, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient faire à la bibliothèque, voilà, plein de choses, plein de questions comme ça, avec un jeu de post-it. Donc, les enfants vont créer des merveilleuses idées comme ça. C'est quoi ce bruit? Oui, continue. Et ensuite, sur la 2e matinée, il y avait vraiment la création d'un projet avec une maquettisation du projet. Voilà, ils devaient vraiment inventer une bibliothèque qui les faisait rêver. Donc, on a eu des projets réalistes ou non, mais surtout pas réalistes en fait. Beaucoup de projets avec, par exemple, des bibliothécaires qui étaient des animaux, des livres comestibles. Et si on parle des limites de la participation, on aurait à vous dire que vous ne pouvez pas, pour faire plaisir aux enfants, devenir un lion ou une biche. Ou manger les livres, tout ça. Il y avait une bibliothèque qui allait dans l'espace, il y avait plein de choses dans la première session de ce Biblioremix. Et dans la 2e aussi, on a une bibliothèque sous l'eau avec des éoliennes sous-marines et tout un tas de projets un peu foufou. Alors, bien sûr, on ne va pas demain devenir une bibliothèque sous-marine pour faire plaisir aux enfants. C'est pas le but d'un Biblioremix Junior ou avoir des livres imperméables. C'était une des propositions. Même si c'est extrêmement mignon, voilà, c'est pas réaliste, c'est pas réalisable tout de suite. Par contre, en quoi c'est vraiment enrichissant de faire ça avec eux? En fait, c'est déjà 2 jours où en fait, on écoute les enfants. Et c'est bête, mais ça n'arrive pas souvent qu'on écoute les enfants et qu'ils puissent s'exprimer librement. D'ailleurs, souvent, au début du Biblioremix Junior, il y a un temps d'adaptation où ils n'osent pas, en fait. Ils n'osent pas partager sur leur post-it tout ce qu'ils veulent dire. C'est assez drôle. Et en fait, au bout de 2 jours, il y a vraiment une parole qui s'est libérée et quelque chose de chouette qui s'est passé. Voilà, de les laisser s'exprimer, en fait, de porter leur voix. Tout simplement. La 2e raison pour laquelle c'est vraiment intéressant, c'est de se laisser inspirer par leur projet. Alors, donc encore une fois, on ne va pas faire une bibliothèque robot demain, mais par contre, il y avait plein de petits éléments dans leur projet qui nous ont posé question pour nous, qui pouvaient être réalisables en fait. Par exemple, le dernier Biblioremix, on sent vraiment une envie des enfants de penser écologie, et la bibliothèque, il y avait une des bibliothèques proposées au dernier Biblioremix qui était autosuffisante. Elle avait des panneaux solaires, un potager, il y avait vraiment quelque chose ils avaient envie de faire autour du jardin. Et donc, du coup, voilà, c'est passé. On a beaucoup parlé avec ceux qui s'occupent du jardin à la bibliothèque. Il y avait des enfants aussi, c'est revenu quasiment dans chaque projet de Biblioremix du dernier, qui voulaient une salle d'anniversaire, une salle pour fêter leur anniversaire. Et donc, du coup, voilà, là, c'est mal tombé parce qu'après, il y a eu le Covid, mais on aimerait bien peut-être se dire, pourquoi pas finalement créer ce concept d'une salle autogérée pour les anniversaires. Voilà. Enfin, c'est des petites choses qui peuvent peut-être se mettre en place. Alors, je ne dis pas qu'elles se mettront en place exactement comme les enfants le voudraient, mais c'est des inspirations qui sont quand même super chouettes. L'autre chose importante dans ces Biblioremix Junior, c'est d'avoir aussi tout simplement un recul sur notre travail, avoir un retour des premiers concernés en fait. Un retour des usagers, des enfants qui en plus souvent ont la franchise et l'honnêteté de nous dire les choses comme elles sont. Et de pouvoir parfois se réinventer, quoi. Suite à un Biblioremix, parfois, il y a une petite remise en question de « Ah oui, peut-être ça fait trop longtemps qu'on est dans la même manière de fonctionner et qu'il faudrait repenser telle ou telle animation, tel ou tel service. » Et puis, tout simplement, le Biblioremix Junior, c'est chouette pour le relationnel, ce fameux relationnel, parce qu'en fait, on passe 2 matinées entières avec ses enfants, on tisse un lien particulier qui reste ensuite, qui est durable. Donc ça, c'est très chouette. Voilà pour le pourquoi. On va passer au comment. Est-ce qu'il y avait d'autres petites questions entre-temps Non, je crois qu'on est... Non, pas plus de questions. Suite au Biblioremix, y a-t-il eu des idées concrètes que vous pouvez mettre en place? Donc ça, j'ai répondu.
Tu vas Voilà. parler des... Ah oui, donc oui, ah si, Il y a je suis quand même désolée. un truc important. Excusez-moi, donc Mathilde Servet me demandait est-ce qu'il y a eu des idées concrètes mises en place. Donc je parlais de toutes ces petites choses qui avaient été mises en place, enfin qui nous ont poussé à la réflexion. Mais lors du premier Biblioremix Junior de 2016, il y a eu notamment un des projets qui s'appelait Mon bibliothécaire est un enfant, qui était un projet où les rôles étaient inversés. Et donc il y avait plein d'autres choses non réalisables dans ce projet, mais on a quand même gardé l'essence de ce projet. Et en fait, on en a fait ce qui est maintenant, ce qu'on appelle maintenant les aides bibliothécaires à la bibliothèque. Donc qui en fait permet de mettre qui donne un peu un titre à tous ces enfants qui participent à la vie de la bibliothèque. Et on a créé un rendez-vous mensuel, mais j'en parlerai juste après en fait. J'en parlerai plus en détail. Mais oui, effectivement, ça c'est quand même le gros morceau qui est resté du Biblioremix de 2016 et qui est dans notre vie quotidienne et est resté du coup. Alors, comment faire du participatif? Alors, on en a parlé de ça, mais clairement, le premier truc, ça va être l'ambiance conviviale. Quand on disait tout à l'heure, donc je vais pas insister lourdement dessus, que le participatif, c'est vraiment pas ce truc de coller 3 affiches et dire aux gens qui peuvent participer. C'est pas en fait le participatif, ça commence jamais par une action. Ça commence vraiment par la relation informelle qu'on va tisser avec l'usager. Quand on parlait du fait que le participatif, l'important c'était le pouvoir qu'on délègue, évidemment, pour déléguer du pouvoir à quelqu'un, la notion plus importante c'est d'avoir confiance. Et cette confiance qu'on peut avoir avec quelqu'un, en fait, elle vient quand on va commencer à sortir du cadre institutionnel et assez froid des relations qu'on a avec les gens et qu'on va rentrer dans les relations informelles et individualisées avec les gens. Et pour ça, nous, clairement, je le disais un peu en rigolant tout à l'heure, mais c'est très vrai, ce qu'on a trouvé, c'est de ne jamais hésiter à proposer aux gens de boire du café, un thé avec eux. Au point d'ailleurs qu'un tiers, littéralement, de notre budget d'action culturelle est dédié à l'acquisition de café, de thé nourriture et de petits gâteaux. Et qu'en fait, ça semble ridicule, mais c'est repayé tellement 500 fois par le fait que les 2 tiers des soirées à la bibliothèque, et on en fait aisément 3 à 4 par mois quand le monde n'est pas en pleine apocalypse sanitaire, gratuitement par des gens qui du coup s'emparent du lieu et animent des choses. Bref, c'est 200 € en bout de chaîne qu'on a investi en café et en thé. Aujourd'hui, ça représente une grille d'action culturelle. C'est un peu cynique de dire ça comme ça, parce que la vérité, c'est que ce qui est de riche aussi là-dedans, c'est les relations concrètes qu'on a tissées avec des gens, mais c'était ça le plus important. Ce qui est... on enchaîne. Sur comment faire. Oui, un autre truc qui est important avec la participation, c'est que ce soit intuitif. C'est-à-dire que n'importe qui, en rentrant à la bibliothèque, comprenne que la participation est un usage possible à la bibliothèque. Et pour ça, en fait, évidemment, il y a donc cette convivialité dont on a parlé, aller au-devant des gens, saluer, proposer éventuellement, si on peut, si on a le temps, un café, un thé, une discussion. Mais c'est aussi important d'avoir des dispositifs dans la bibliothèque qui assument totalement l'aspect participatif du lieu. Là, en l'occurrence, vous aviez vu sur la photo juste avant que je remets notre mugothèque. La vérité de la mugothèque, en fait, c'est qu'il y a peu de gens, je pense, qui voient la mugothèque et qui se disent « mais génial, je n'aurais plus jamais besoin d'amener mon verre dans cette bibliothèque ». Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient la mugothèque et qui se disent… Ils nous font des dons de mugs après. C'est ça. Et qui se disent « génial, dans cette bibliothèque, on peut boire, manger, et ça, c'est quand même des trucs qui incitent sacrément à papoter avec les gens. Ouais. » Et que ça, du coup, avoir ce genre de dispositif, ça rend évident quelque chose d'important. De la même manière, ici, on a une bibliothèque, bibelot, hein, c'est pas un endroit où il y a des bibles. L'idée, c'est d'avoir les bibelots les plus moches au monde, que les gens ramènent de leurs différents voyages et qui déposent ou prennent ou autres. On va pas se mentir là non plus, c'est pas comme s'il y avait vraiment du prêt de bibelot avec des bibelots exemplarisés, catalogués, ainsi de suite. Ils sont juste à côté des guides de voyage quand même, donc ça attire l'œil. Par contre, c'est ça attire l'œil, ça invite à se poser des questions, ça invite à déposer des choses, ça invite en fait à faire un acte déjà de participer, mais par micro-touches à la vie de la bibliothèque et surtout à en questionner les usages, à rentrer dans une discussion avec nous. Et c'est vraiment important, ça, dans une bibliothèque, de penser, quand on veut avoir la participation, des dispositifs qui permettent à des gens de s'arrêter et de se dire, est-ce qu'il y a ici un usage dans lequel je pourrais m'insérer? Est-ce que ici je perçois quelque chose qui pourrait aller plus loin que la simple demande d'aide sur la prescription
ou du pré-retour. Bref, est-ce qu'on peut rendre visible par tout un tas de dispositifs le fait qu'il y ait aussi des usages de discussion, des usages ludiques, tout un peu décalé, tout décalé, tout un spectre en fait qui va à terme devenir la participation des usagers. Et puis poser des questions, amener à la discussion. Là par exemple, même en temps de Covid, juste pour faire un petit encart Covid, même si en ce moment tout ce qu'on vous raconte c'est pas trop appliqué malheureusement, on a quand même fait par exemple un petit mur d'expression justement pour s'exprimer par ces temps où en fait le lien est un peu cassé ou un peu mal aimé, là, le lien avec les usagers. Du coup, on a fait un mur d'expression où les gens sont amenés à, par exemple, partager des coups de cœur sur des petits post-it qui collent sur le mur ou alors leur coup de gueule. Et en fait, ça, c'est un truc qui a bien marché finalement, alors que les gens ne sont que de passage en ce moment, mais malgré tout, ça les a interrogés, ça les a donné envie de participer et c'était vraiment visible en plein milieu d'un espace ouvert, accessible à tous. Et ce côté physique, visible dans l'espace, c'est vraiment important parce que ça crée quelque chose, quoi. Ça crée des réactions, ça fait réagir. Alors après, oui, on voulait vous parler aussi d'outils tout simples que nous, on a mis en place. De toute manière, il y a pas mal de choses qu'on fait en termes de participation des usagers qui sont zéro budget. Hein. Enfin, à part effectivement beaucoup de nourriture. Mais là, même pas. Ce sont juste des petites feuilles de papier qu'on laisse à disposition sur le meuble. En fait, on a des meubles de nouveautés dans l'espace qui sont un peu comme des tables de présentation de libraires. Et justement, comme chez les libraires, on accole en fait sur des coups de cœur, des livres coups de cœur, des petites critiques avec sur le côté de la tranche du livre un petit pouce pour dire qu'on aime. Et alors nous, on le fait en tant que bibliothécaire, on écrit souvent des critiques, mais l'idée c'est que les gens le fassent aussi. Donc par exemple, quand quelqu'un vient nous rendre un livre et nous dit qu'il l'a adoré, moi ça m'arrive régulièrement de leur proposer de laisser une critique. Alors ce qui est assez drôle, c'est que souvent les gens ne se sentent pas trop de le faire, ils se sentent pas légitimes justement de le faire en parlant de légitimité. Et en fait, c'est tout simple parce qu'ils viennent de nous faire quasiment la critique à l'oral. Et donc, moi, souvent, c'est les accompagner là-dessus. Et finalement, ils sont super fiers de laisser leur petite critique sur le livre. Et ça permet, encore une fois, de rendre visible qu'il n'y a pas que les bibliothécaires qui laissent des mots. Tout le monde peut signer ou pas le signer, mais on voit bien que chacun est amené est amené à laisser un mot puisqu'il y a une petite bannette avec des feuilles qui sont laissées à disposition et que régulièrement on propose aux gens de nous laisser un petit mot sur le livre. En plus, ce qui est très bien là pour le coup en termes de collection, parce que ça valorise la politique documentaire parle en moi, mais ça valorise tellement ces livres et en fait ils ont un taux de rotation mais qui explose par rapport aux autres en fait. Ça sert beaucoup plus les livres où il y a une petite critique dessus. Et c'est vrai que moi je sais que j'en mets moins souvent que les usagers. Enfin, je trouve qu'il y a plus de critiques d'usagers que de bibliothécaires. Et symboliquement, c'est bête, mais on parlait de casser le variant institutionnel, mais écrire sur un livre, c'est vraiment le truc le moins anodin au monde, surtout pour un usager. Ouais. Et même si c'est juste un post-it qui est collé et qu'on pourrait enlever si on le voulait, mais là-dessus, vraiment, dans ces gestes symboliques et pourtant extrêmement forts, c'est assez puissant en fait. Saisir les opportunités qui se présentent. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment dans notre ADN depuis toujours, je pense, qui est en fait un peu une suite logique de notre fameuse posture d'accueillant, le fait qu'on soit hyper au taquet sur observateur des gens, de ce qu'ils font, de ce qu'ils aiment faire dans la discussion, etc. Et bien du coup, de temps en temps, on a une idée qui émerge, ou alors un enfant a une idée qui émerge, ou un adulte, et parfois, en fait, on aurait tendance à dire attends, faudrait que je le fasse valider, faudrait qu'on sache si on a un créneau temps, parce qu'on a quand même une action culturelle qui est hyper chargée. Et en fait, il y a des fois où, en fait, il vaut mieux pas se poser trop de questions et essayer au maximum, même si je sais que les réalités dans les bibliothèques sont toutes différentes et qu'il y a plein de gens qui peuvent pas faire ça spontanément, etc. Mais de réaliser... De se permettre en fait de se dire que c'est possible et par exemple, en fait je vais vous donner un exemple concret. Raima, une jeune fille qui est chez nous depuis toujours, hyper active, etc. et qui à un moment a une passion pour Chi, le petit chat du manga, et dessiner des Chi à longueur de journée sur tous les supports qu'elle trouvait. Mais en même temps
comment dire, c'est venu d'une discussion parce qu'elle n'osait pas nous demander directement, mais c'est venu d'une discussion avec elle où finalement on lui a demandé de nous apprendre à le faire et finalement on s'est dit pourquoi t'apprendrais pas aux autres enfants à le faire. Et en fait il y a eu une simplicité totale parce que derrière on s'est dit il nous faut quoi finalement, demain après l'école, est-ce que tu es dispo? Elle était dispo et on a juste mis à disposition des feuilles, des crayons et des tables. Et en fait, c'est la première fois, je pense, que Raïma a animé un atelier. Et ensuite, c'est devenu quelque chose de très fort parce qu'elle a été tellement fière. En plus, du coup, elle en avait parlé à toutes ses copines à la récré. Donc, la meilleure communication possible et imaginable, la cour de récré. Et du coup, en fait, il y avait un monde fou à cet atelier et c'était génial. Et ça nous a coûté rien. Ça nous a coûté des feuilles et des crayons, une table à disposition. Et par contre, il fallait quand même se laisser cette opportunité, se dire, bah oui, en fait, c'est possible demain après l'école. Et sans forcément devoir valider 15 fois ce projet. Et surtout, je pense qu'on ne l'aurait pas saisi. Il n'y aurait peut-être pas eu cette suite en fait avec cet enfant qui derrière a été un acteur majeur de la participation pendant plusieurs années. Ouais, vraiment, c'était super. Et donc, les fameuses aides bibliothécaires. Les fameuses aides bibliothécaires dont je vous parlais, donc le fameux projet du Biblioremix de 2016, Mon bibliothécaire est un enfant, est devenu assez vite concret à la bibliothèque parce qu'en fait, ils existaient déjà, ces aides bibliothécaires. Depuis le début, il y avait déjà des enfants qui étaient impliqués dans la vie de la bibliothèque. Il y avait notamment un ado qui régulièrement animait les jeux vidéo. Qui était d'ailleurs un dictateur en puissance. Les enfants, quand on les laisse faire, c'est terrible. Ils ne laisseraient entrer personne sans leur carte. Ce serait vraiment terrible. Donc, de temps en temps, on leur demande de s'adoucir parce qu'ils ont des règles trop strictes. C'est assez drôle. Donc, ces aides bibliothécaires étaient déjà, en fait, là. Ils existaient déjà, mais il n'y avait pas ce statut d'aide bibliothécaire qui leur plaît tant. Le petit badge d'aide bibliothécaire qu'ils mettent sur leur petit gilet quand ils sont actifs à la bibliothèque. Et ce rendez-vous qu'on a appelé Ramène tes miches, qu'on fait une fois par mois à la bibliothèque pour justement faire le point avec les enfants sur tous leurs projets. Donc, tous leurs projets fous. Justement, faire ce fameux tri que parfois on est obligé de faire quand il y a 50 000 personnes qui nous proposent des choses. Et puis surtout de s'organiser un peu, de voir qui fait quoi quand, comment, avec quel bibliothécaire référent. Alors oui, du coup, cette fameuse charte, on en a une, en tout cas pour le public jeunesse. Parce que je vous parle là de la jeunesse, parce que le public adulte, c'est très différent. C'est plus dans ce qu'expliquait Quentin tout à l'heure. Ça va être plus dans une relation de long terme qui va se concrétiser par un projet au final. Alors que les enfants, il y a quand même un peu besoin de cadre pour formaliser tout ça. Et sachant qu'en plus, un enfant n'a pas d'agenda, n'a pas de conscience du futur au-delà de 3 jours. Conscience du futur au-delà de 3 jours et n'a aucune patience. Et même de temps en temps, il faut un peu cadrer quand même tout ça. Ça n'empêche pas que ça reste de la participation de leur part et très intense, mais bon, qu'on a un peu cadré. Alors, je n'irai pas jusqu'à la manipulation, mais... Du coup, on a vite dû faire une charte des aides bibliothécaires parce qu'il y a eu un problème avec nos badges. On s'est fait un peu déborder par les enfants du quartier qui d'un coup sont venus chez nous en nous disant « Il paraît qu'ici, on peut avoir un badge et faire ce qu'on veut. » Donc, on a un peu dû leur expliquer que ce n'était pas vraiment dans ce sens-là que ça se passait, que c'était un peu l'inverse. C'était qu'une fois qu'ils participaient, ils avaient un petit badge pour qu'on les reconnaisse. Et donc, du coup, on a créé cette charte avec eux lors d'un Ramène tes miches où on a un peu mis à plat, voilà. Qu'est-ce que vous faites à la bibliothèque? Qu'est-ce que vous voudriez qu'un aide bibliothécaire fait à la bibliothèque? Et qu'est-ce que le bibliothécaire fait vis-à-vis des aides bibliothécaires et vice-versa? C'est-à-dire un peu les droits et les devoirs de chacun, hein, clairement, soyons clairs. Et aussi le fait que, par exemple, c'est pas parce qu'ils ont le droit de faire plein de choses qu'ils ont le droit de tout faire. Voilà. Il y a quand même des règles de base. Voilà, et les bibliothécaires ne peuvent pas s'occuper de tout le monde, ne peuvent pas dire oui à tout. Enfin voilà, répéter tout ça, c'est important parce que sinon les enfants, on leur offre un rêve et puis après on casse leur rêve en leur disant tout le temps non parce qu'ils n'ont pas compris au départ que c'était pas possible en fait. Et idem, on a créé aussi une charte projet pour en fait tous les projets des aides bibliothécaires. Alors il y a certains aides bibliothécaires qui sont tellement rodés qu'on n'utilise plus du tout cette charte projet. Cette fiche projet, elle va être plus utilisée avec les enfants qu'on ne connaît pas trop et qu'on voit moins souvent et du coup on a vraiment besoin d'un suivi. Et donc là, on précise à chaque fois, comme vous voyez sur le PowerPoint, voilà les horaires, le bibliothécaire référent, qu'est-ce qui va se passer, de quoi a besoin l'enfant, l'état d'avancement du projet. C'est rare qu'on la remplisse vraiment entièrement, mais ça nous permet quand même d'avoir un fil rouge et de montrer à l'enfant que voilà, c'est son projet, quoi. Mais il faut quand même le mener à bien, il faut qu'il soit là tel jour, il faut qu'il prépare son matériel, il faut que... Parce que parfois, les enfants ont plein d'idées de ce qu'ils voudraient qu'il se passe à la bibliothèque sans que ce soit forcément eux qui l'animent. Là, l'idée, c'est que ce soit eux qui animent des choses.
Et parfois, ils n'osent pas non plus, et donc faut les accompagner. Enfin, il y a tout un accompagnement, mais la formalisation a aidé un peu à ce que ce soit, plus facile au quotidien à gérer finalement. Voilà. Est-ce qu'on va regarder un peu les questions? Peut-être que les collections et l'organisation interne. Je vais passer sur les collections stupides. Non, mais il y avait les questions de chat. Ah, pardon. Tout à fait. Est-ce qu'il y a eu des questions de chat? Est-ce que vous... Attends, Alors, on n'est complètement pas en chocolat pour répondre à la question la plus importante. Tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Donc ça, on l'a fait. Ah, donc c'est bon. Avec conception... Vous êtes plutôt pas en chocolat ou chocolatine? Et ça me fait dire que les gens posent les vraies questions quand même. Alors... Est-ce que vous travaillez aussi avec des acteurs institutionnels, genre crèche, service jeunesse, service des retraités? Oui. Surtout les crèches et les relais d'assistantes maternelles le matin, comme beaucoup de bibliothèques. On reçoit des relais d'assistantes maternelles, des crèches, et on fait aussi dans les collèges et les écoles certaines interventions. Alors les écoles primaires, ça va être plus dans le cadre des NAP. Alors je ne sais pas si ça s'appelle partout pareil. En gros, les activités périscolaires. Et le collège, on y va depuis des années. On a un club lecture le mardi midi. Et qu'on veut d'ailleurs un peu participatif. Les autres partenariats institutionnels sont plus classiques, comme on va dire partout, au niveau de notre partenariat avec les crèches, etc. Ça ressemble à un partenariat classique avec des crèches. Le seul action un peu participative dans tous ces acteurs institutionnels, ça va être plutôt effectivement au Marque ta page, notre club de lecture du collège. En ce moment, on est en train de faire un petit podcast avec eux, par exemple. C'est très chouette. Faut-il une autorisation parentale pour la participation des enfants? Alors, non. On a voulu formaliser pour tout ce qui était entre nous, comment on fonctionne, ce qu'il faut respecter pour les enfants, mais pas trop formaliser en termes de contrat ou être le plus léger possible sur la forme que ça prenait. Parce qu'en fait, déjà avant ça, les enfants, en fait, chez nous viennent, c'est un peu particulier pour ceux qui ne connaissent pas, mais viennent souvent tout seuls, en fait. Ils viennent souvent après l'école, avant de rentrer chez eux. Donc il y a déjà beaucoup d'enfants qui font beaucoup de choses à la bibliothèque sans leurs parents avant ça, en fait, avant qu'on ait créé ce rendez-vous particulier. Et avec tout ce côté un peu de contractualisation de la relation avec les usagers, ce qu'il faut voir, c'est qu'on fait le moins possible là-dessus de contrats, donc. Avec les adultes, parce qu'en fait, la participation, généralement, c'est donc l'aboutissement d'un processus informel, d'une bonne relation avec l'usager, et que pour quelqu'un qui vient à la bibliothèque parce qu'il a envie soudain de proposer de l'aide sur un projet, lui opposer à ça le besoin de contractualiser ça, on sort complètement des cadres de la vie, en fait, des usages de la vie qu'on essaye de promouvoir en même temps. Si jamais vous allez dans un endroit pour proposer de désherber leur jardin gratuitement le samedi après-midi et qu'on vous explique que vous allez devoir signer un contrat de responsabilité, votre réaction, c'était, ça sera sans me dire, mais je croyais qu'on était copains et que je vous rendais service. Pourquoi vous me faites ça? Avec les enfants, le problème, il est double. Parce qu'on a plein d'enfants, pour le coup, où dire à des enfants qu'il faut signer une animation parentale pour dessiner des chis, par exemple, sur une feuille, c'est pas seulement qu'il n'y a aucun risque à dessiner des chis, donc c'est pas grave. C'est la spontanéité qui se perd un peu aussi. Et qu'on perd en spontanéité. On rappelle à l'enfant, pour le coup, que sa présence ici est quand même vraiment subordonnée à l'acceptation de son parent. Et puis pour plein d'enfants, on lui prive tout simplement de la possibilité de faire une animation, parce qu'on a quand même énormément d'enfants, comme disait Camille, qui ont un usage autonome de la bibliothèque aussi, parce que c'est pas forcément évident à la maison, parce que c'est le moyen de venir à la bibliothèque, de par exemple s'occuper de tous les frères et sœurs sinon, ou parce que tout simplement le parent il est très loin, très occupé, très pas disponible, qui signerait jamais l'autorisation à temps, et que l'enfant soudain se retrouve privé de la possibilité de participer. L'animation. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est compliqué pour nous et qu'on n'a jamais trop fait. Après c'est notre fonctionnement à nous. Voilà, c'est comme ça que nous on fonctionne, mais c'est pas pour ça que c'est la chose absolument nécessaire. Hein, mais il y avait encore des questions. Je voulais juste répondre vite fait aux petites questions que je vais passer. Donc, la petite enfance, quand j'ai répondu, du coup, on travaille avec des crèches et des relais d'assistantes maternelles et on fait des actions petite enfance, mais des lectures d'histoire, ce genre de choses assez classiques. Les personnes âgées, les associations de personnes âgées, on ne travaille pas avec ces partenaires-là
Par contre, ce qu'on fait, nous, beaucoup, c'est des rendez-vous, enfin, je pense surtout aux multimédia, les rendez-vous individuels pour apprendre l'ordinateur, etc., où on a beaucoup de liens avec les personnes âgées au quotidien, si vous voulez, sur ces rendez-vous multimédia ou au quotidien, dans la bibliothèque. Mais on ne travaille pas avec des associations spécifiquement. On sait celles qui existent dans le quartier, voilà. Pour les ateliers créatifs et le budget, on a un budget, oui, on a dans ce budget animation, on a effectivement une partie qui va à la nourriture, et une partie qui va au matériel créatif, donc tout ce qui va être Scooby-Doo. Donc on a un budget qu'on demande tous les ans pour ça en fait, pour le fil, la laine. Et l'enfant, oui, ok. Alors, donc je voulais vous parler un peu des collections justement. Ça en revient un peu sur, donc au-delà des animations, on a voulu aussi se dire pourquoi on ferait pas de participation dans les collections. Comme plein de bibliothèques faisaient déjà d'ailleurs. Donc, pour ma part, j'ai allègrement appelé les collègues qui font déjà des projets merveilleux d'acquisition participative avec les enfants. On est loin d'être précurseurs en la matière. Et donc, du coup, j'avais par exemple contacté Montreuil, la bibliothèque de Montreuil, et aussi notre voisine Assiette Gébar qui fait ça aussi depuis un moment, depuis la préfiguration d'ailleurs. Et donc, du coup, ça a été lancé il y a quelques années. Donc, en fait, alors, le problème, c'est qu'on n'a pas d'office à la bibliothèque. Donc j'avais on n'a pas les BD dans les mains avant de les choisir, etc. Donc du coup en fait on propose aux enfants une sélection de BD et on leur donne un budget, on leur dit quel budget on a au début de l'année, et en fait on met à disposition un classeur avec nos suggestions et derrière on leur met en fait des previews et un tableau de notes sur l'histoire, est-ce que ça leur plaît, est-ce que les dessins ont l'air de leur plaire. Les enfants adorent mettre des notes, c'est vraiment un truc qui fonctionne à mort. Alors des fois c'est un peu illogique, marqué super BD et elle se chope un 7 sur 20, on ne comprend pas pourquoi, les enfants encore une fois sont horribles. Non mais c'est très très drôle en fait parce que du coup le fait d'avoir mis un système de notation, ça au début c'est ça qui a cartonné limite, c'était le fait de pouvoir mettre des notes et des commentaires comme à l'école, ils avaient le droit de noter les BD. Et en fait on fait des réunions d'acquisition 2 fois par an pour ce budget là, donc je leur dis bon on a 350 €, donc faut prendre un peu de tout. En fait je leur explique moi ce que je fais quand j'achète des BD, il faut prendre un peu de tout dans les styles, un peu pour tous les âges, faut faire attention au nombre de volumes qu'il y a dans une série de mangas que vous voulez, parce que si vous avez 45 volumes, on n'aura plus de budget pour le reste, ce genre de choses. Et après, c'est eux qui font. Et c'est très, très drôle parce que du coup, ils prennent la chose très au sérieux. D'une réflexion du genre, une petite fille qui me disait moi, je suis pas très fan, mais je pense que ça plairait à ma petite sœur. Ou on a déjà des mangas policiers, peut-être qu'on pourrait prendre plutôt un truc fantastique. Ou oh là là, celui-là, il est en 50 tomes. Non, non, non. Pourquoi on ne prendrait pas plutôt 2 séries qui ont 4 tomes chacune? Et c'est très très chouette de les voir prendre en main ça. Encore une fois, c'est de l'empowerment, quoi. On les voit vraiment prendre en main la chose, être hyper fiers. Et alors ensuite, une fois en plus qu'on reçoit ces BD que eux ont choisi dans ces réunions d'acquisition, en fait, on y accole un petit logo qu'on a choisi avec les enfants. Et en fait, on leur a proposé plusieurs dessins qu'un collègue qui dessine très bien, et ils ont choisi le dessin et le texte qui est marqué dessus. Il est marqué du coup top choix des petits canards, c'est complètement leur volonté. Ça m'a fait beaucoup rire. Et du coup en fait ce gros logo qui est mis sur la BD qui arrive, qui a été choisi par eux, permet de les identifier. Et alors là la fierté totale quand ils rentrent de l'école et qu'ils voient déjà on essaie de faire de recevoir la commande avec eux, de l'ouvrir ensemble. Alors là, c'est Noël, comme nous quand on reçoit des BD d'ailleurs, quand on reçoit des livres, c'est un peu Noël pour eux. Et derrière, en fait, ils en parlent vachement aussi à leurs copains en disant ah tiens, ça c'est moi qui l'ai choisi. Et du coup, ces BD sont tout le temps sortis des rayons. C'est un truc de fou. Donc du coup, voilà, l'idée c'est que progressivement, peut-être qu'on va leur laisser un peu plus d'argent pour les BD, ou alors on va étendre sur d'autres collections, on verra. Mais ça a vraiment du sens parce que moi j'ai été très surprise par leur choix, dans le sens où certaines BD que j'ai mis dans ce classeur, je leur ai proposé. Je pensais pas du tout que ça allait leur plaire et ça a cartonné. Et d'autres BD qui me semblaient être évidentes qu'ils allaient vouloir prendre ont été complètement refusées. Donc parfois on anticipe en fait les désirs des gens et leurs besoins, alors qu'en fait voilà, moi j'ai pas 12 ans quoi, j'ai pas 12 ans et je ne vis pas une vie d'enfant actuelle, donc finalement je peux pas anticiper leurs désirs. Donc c'était très chouette de pouvoir faire ça avec eux. Malheureusement, c'est un peu compromis en ce moment, mais on est vraiment sur cette idée de vouloir ouvrir aussi des collections. Et ce qui est drôle avec ça, c'est que quand un enfant a été mis face au fait qu'il allait devoir choisir entre faire le réassort de Naruto
ou le fait d'acquérir une nouvelle série de mangas et qu'en fait, ça impliquait des décisions budgétaires, c'est la fin derrière de toutes vos explications longues et douloureuses avec des enfants qui vous demanderont à corps et à cri pourquoi vous n'avez pas récupéré tous les Naruto. Parce que soudain, en fait, ils comprennent la manière de votre organisation en interne et cette compréhension, ça a évidemment des conséquences derrière sur le fait qu'ils vont savoir mieux comment marche la bibliothèque. Et comment on fait nos choix. Et comment on fait nos choix. Voilà. Alors, l'organisation en interne, on a dit qu'on allait parler du coup de notre organigramme. Il y a un truc qui est important avec la participation, et on prend vraiment un temps de questions après ça, bien sûr, c'est le fait que quand on fait la participation, on l'a dit, c'est du partage du pouvoir, et que quand on partage du pouvoir avec les usagers, s'il y a du pouvoir à prendre, il est à prendre dans l'équipe. Et qu'une limite importante de la participation, c'est de ne pas tomber dans un truc complètement schizophrène, où vu qu'on va faire de la participation, on donne plein de pouvoir à des usagers, et on se retrouve à avoir notre usager en plus, c'est souvent dans les pires clichés, notre collègue catégorie C, qui a soudain l'impression qu'un usager a plus de pouvoir d'action à la bibliothèque que lui. Quand on fait de la participation, du coup, l'organisation en interne est hyper importante. Nous, on a pris le pari à Louise Michel d'être sur quelque chose d'entièrement horizontal. Il y a quand même un chef, mais le chef, il est là pour assumer une mission stratégique. Il est là pour proposer des objectifs à long terme, pour s'assurer qu'il y a de l'huile dans les rouages de l'organisation, pour s'assurer aussi qu'on a une vision de haut sur la bibliothèque, sur les grandes thématiques, qu'on garde à l'œil les grandes valeurs qui nous importent, de rester un lieu d'accueil, de rester un lieu participatif. Mais derrière, on a tous en interne la capacité de faire des choses sans besoin de validation. Si jamais on veut faire cet atelier de chi dont on a parlé à la bibliothèque, je ne vais pas voir Raïma, puis aller devoir me faire valider que je vais faire un atelier chi le lendemain avec ma responsable. Je vais lui dire oui. J'ai accès, moi, au calendrier de la bibliothèque, donc je vais directement caler l'animation. Je vais demander à la com éventuellement de sortir des affiches ou les faire moi-même sans demander la permission. Et je peux tout à fait, en 20 minutes, avoir calé une animation dans le planning, en avoir imprimé l'affiche avec l'enfant, l'avoir collé moi-même. Et ce que ça implique, le pendant de ça, bien sûr, est que puisque j'ai fait tout ça, les collègues me font confiance pour le faire, donc j'assumerai la mission que je me suis donnée. On est tous co-responsables là-dedans du projet, et donc quand on porte quelque chose, on le porte vraiment. Mais par contre, il n'y a pas besoin de validation. Alors, pas besoin de validation parce qu'en amont, toute l'équipe, en fait, est sur la même longueur d'onde par rapport à ça. C'est-à-dire que, de manière générale, la participation des usagers est acceptée par tout le monde. De manière générale, nous, on est tous force de proposition. Enfin, voilà, il y a un gros travail en amont quand même. On n'a pas besoin de validation puisque en amont, il y a eu cette envie de toute l'équipe de faire ça. Et ce qui est important avec ça, c'est ce que dit Camille, c'est pas de dire faut être des hippies sans règles, vive l'anarchie. Ce qui est important avec ça, c'est de dire que ce qu'on fait nous, c'est un système horizontal, c'est un système en fait qui demande une grosse formalisation en interne, qu'il y a plein de degrés différents. Hein. Nous, on a choisi de mettre la barre ici, mais on pourrait la mettre à plein d'autres endroits. Mais en tout cas, quand on a de la participation, c'est vraiment important de se poser la question de est-ce que soudain un usager a plus de pouvoir qu'un de mes collègues? Est-ce que aussi un usager qui serait face à un collègue qui aurait très peu d'autonomie, il aurait du mal à comprendre que lui, alors qu'il propose de désherber le jardin samedi, la réponse qui lui soit offerte, c'est pas génial, je te prépare un café, mais ce soit alors très bien, mais je vais devoir demander 2 degrés de validation. Bonjour à tous. La date. Il y a des soucis peut-être? Je regarde le chat. Non, c'est bon. J'entends des bruits, mais c'est pas. Ce qui est autour de l'organisation interne, du coup, nous, on a du coup les degrés, enfin là où sont prises les décisions, ça va être par des grands pôles, qui vont être des pôles qui correspondent en gros à nos valeurs. On va avoir un pôle accueil, on va avoir un pôle public éloigné, participation du public, on va avoir un pôle politique documentaire, ça reste important, et on va avoir un pôle culturel et communication. Ces pôles, du coup, ont charge de penser les grandes thématiques de la bibliothèque et derrière, d'essayer de faire en sorte qu'on obtienne des consensus dans l'équipe autour de ce qu'on peut travailler. Mais c'est vraiment pas l'idée de dire tout le monde fait ce qu'il veut tout le temps. C'est de dire on a formalisé vraiment un processus, c'est ça, de répartition du pouvoir qui est basé sur un truc important qui est chez nous la culture du test. À savoir, on fait plein de trucs, on se plante souvent. Si on se plante, c'est pas grave, on ne fait pas des chirurgies à cœur ouvert et juste on essaye de voir en équipe comment faire pour que la prochaine fois, on se plante moins. Oui. Et il y a vraiment ce truc qui est important. Le droit à l'échec. C'est ça. Tous les projets qu'on a faits, c'est juste
des échecs sur lesquels on s'est acharné pour les faire marcher. Et parfois, faire un projet, c'est juste se donner la confiance mutuelle d'échouer assez longtemps pour avoir un truc qui marche. Et c'est vraiment un truc qui est important pour nous aussi dans la participation, qui est un truc vachement informel avec les usagers. Nous, on ne s'astreint pas à tout réussir du premier coup. On ne peut pas s'astreindre non plus à demander aux usagers de le faire. Ouais, parfois, ça rate. Parfois, ça rate. Parfois, il n'y a personne. Parfois... Et souvent, ce qui est intéressant, c'est que ça ne rate pas parce que ce projet n'a aucune chance d'aboutir, mais ça rate parce qu'on reste des gens qui font plein de trucs en même temps et qui, parfois, simplement échouent. Et ce n'est pas grave. Ouais. Et c'est vraiment aussi, derrière, assumer pleinement le fait que parfois, on se plante, que ce n'est pas un souci, et qu'il y a cette confiance mutuelle et cette co-responsabilité autour du projet qui fait qu'on a le droit de se rater. Ouais. Juste, on va peut-être terminer nos slides, après revenir sur vos questions, vous inquiétez pas, on va reprendre les questions du chat, parce que je vois que le temps file. Alors, le positionnement du bibliothécaire, on vous en a un peu parlé tout du long de ce PowerPoint, et moi, personnellement, je pourrais vous en parler pendant 5 heures. Je vais essayer d'être courte et efficace. Cette image, elle vient du premier Biblioremix, où en fait, on a demandé aux enfants de prendre la place des bibliothécaires et aux bibliothécaires de prendre la place des enfants de l'autre côté de la table. Donc, elle illustre pas mal ce dont on parle aujourd'hui. En fait, les missions du bibliothécaire historique, on va dire, de base, elles ne disparaissent pas. On ne peut pas dire qu'on devient complètement des animateurs de centres socioculturels, même si je ne trouve pas du tout que ce soit négatif, cette remarque. Hein. C'est juste, c'est une partie de notre travail, mais on est aussi dans des tâches historiques, dans des missions traditionnelles, le cœur de métier. Mais cette position, elle évolue. Et alors, il y a ça déjà, la position globale par rapport à ce qu'on fait au quotidien à la bibliothèque, c'est-à-dire qu'effectivement, accepter de partager la prescription des ouvrages avec les gens, c'est-à-dire qu'au café littéraire ou sur les fameuses critiques sur les livres, les gens peuvent aussi bien être prescripteurs que nous, accepter qu'on nous tutoie, accepter qu'on nous appelle par notre prénom, qu'il y a un peu ce mur institutionnel qui s'effrite, accepter de perdre lamentablement au Uno face à des enfants qui nous ridiculisent. Voilà, ça c'est des choses importantes qui changent en fait quand on prend cette posture-là. Alors encore une fois, je ne dis pas que c'est le positionnement à avoir absolument, etc. Nous, c'est notre choix qu'on a, c'est un choix qu'on fait et c'est une position qui pour moi est primordiale dans la participation. C'est-à-dire que sans ça, c'est très difficile d'avoir de la participation, sans ce positionnement un peu adapté, un peu différent. Après, c'est vrai que ça permet de nous interroger. En fait, c'est surtout un positionnement évolutif, c'est-à-dire qu'au quotidien, on peut des fois être vraiment dans des missions très classiques et de prescription, et d'autres jours être dans quelque chose de beaucoup plus dans l'accompagnement, le côté facilitateur, hein, comme on dit parfois. Et après, il y a aussi, moi je trouve, le positionnement personnel. Parce qu'en fait, au-delà de ce positionnement un peu ouvert, etc., chacun le ressent différemment. C'est-à-dire que même dans notre équipe à Louise Michel, il y en a qui sont plus ou moins à l'aise avec certaines positions vis-à-vis du public. Par exemple, le fait de se faire tutoyer, on n'est pas tous OK là-dessus. Hein. Que les gens connaissent notre prénom aussi, parce que les 3/4 du temps, ils le savent dans tous les cas, de fait, on va dire. Ou alors que les enfants... soit très démonstratif, ou alors, on a chacun nos limites personnelles là qui sont vraiment des histoires de proxémique et d'acceptation où est la limite entre le professionnel et le personnel, etc. Donc après ça, pour moi, je vois un peu ça comme un curseur qu'on adapte. Moi, par exemple, quand je suis arrivée à Louise Michel il y a 4 ans, j'avais du mal à savoir quelle position avoir avec le public par rapport aux règles, par rapport effectivement aux relations face à face avec les gens. Et en fait, ça vient au fur et à mesure, ce curseur de qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je suis prête sur quelle chose je suis prête à rester un peu plus dans une relation interpersonnelle, sur quelle chose je préfère rester dans le professionnel. Voilà. Après, ça, c'est quelque chose qui évolue selon chacun. Mais en tout cas, on l'interroge régulièrement dans l'équipe, on l'interroge régulièrement chacun, je pense, dans nos pratiques. Et je pense que c'est un atout, un outil qui vient enrichir cette relation interpersonnelle avec les gens. Voilà. Mais bon, après, je crois que je pourrais en parler des heures. Voilà. Pardon ? Je crois que c'était fini de toute manière. On a parlé de la culture du test. On a déjà fait, mais je pense que là, en plus, il est déjà 45. Ouais, on va passer aux questions. On va passer aux questions, je pense. Oui, juste une petite dernière slide qui est chouette, mais bon, rapidement. Ouais. Qu'on a appelé « Assumer le plagiat ». Mais comme je vous en ai déjà parlé un peu pour les
les BD. En fait, effectivement, ne pas hésiter à s'inspirer de ce que font les autres, des échecs ou des réussites des uns et des autres. Nous, on le fait tout le temps, plein de fois. Je pense qu'on entend souvent parler de nous, mais souvent, c'est des choses qu'on relaie et qui existaient dans d'autres bibliothèques, en fait, qu'on a adaptées à la nôtre, effectivement, qui sont liées à cette histoire de culture du test, le fait qu'on ait tout le temps envie d'essayer de nouvelles choses et de se réinventer. Voilà. Donc, je pense qu'après, c'est tout. Et qu'on a plein de questions sur le blog, sur le chat. Donc, on va y répondre. Alors, on avait arrêté là. Les documentalistes avaient répondu, je crois. Ah oui, les documentalistes des collèges, lycées. Je vous ai dit tout à l'heure, donc on fait partie on a un club de lecture pour les collégiens au collège d'à côté. Donc, on travaille avec notamment une documentaliste et après des BCDistes d'école aussi, avec qui on fait des projets chouettes aussi. Est-ce que les ados viennent ensuite régulièrement à la bibliothèque grâce à l'intervention du collège suite à l'activité lecture? C'est difficile de le faire venir à cet âge. Alors oui, effectivement, nous, alors les collégiens adorent l'animation au collège, mais il n'y en a pas beaucoup du collège qui reviennent chez nous après à Louise Michel. Donc régulièrement, on essaie de faire en fin d'année des clubs de lecture chez nous. Comme ça, déjà, ils voient le lieu, parce que parfois, il y en a qui vivent dans le quartier, mais qui ne nous connaissent même pas. Et puis tout simplement pour les faire venir dans les murs. Après, nous, on a des ados, en fait, à la bibliothèque. Par exemple, on a un club ciné, qu'on n'a pas mis là dans le PowerPoint, mais on a un club ciné débat, on va dire, qui s'appelle les mégaphones rageux, où on parle de sujets de société avec les ados. Et en fait, cette animation-là, c'est faite avec un groupe d'ados qui, en fait, c'était des enfants, des jeunes enfants habitués à la bibliothèque qui, maintenant, en fait, on peut arrêter le partage d'écran, comme ça on verra notre tête, qui maintenant sont des grands enfants, en fait, des grands ados même, et qui sont restés actifs, très actifs à la bibliothèque. Et en fait, quand on a commencé à proposer le ciné-débat avec les ados, au début, c'était nous qui choisissions le documentaire qu'on projetait, le débat, mais ça a duré une séance parce qu'en fait, très vite, ces enfants qui étaient habitués à notre mode de fonctionnement, enfin ces ados, on souhaitait choisir les thématiques qui allaient avoir lieu après. Donc, par exemple, on a parlé du racisme et c'est même une de nos ados qui était d'ailleurs concernée qui a un peu animé la session. Donc, c'est un exemple de cercle vertueux. Pour Amélie, c'est pour le. Ah oui, pour les BD participatifs, je vois une question qui dit je comprends pas comment les enfants choisissent si vous n'avez pas d'office. En fait, on leur montre des extraits des BD, soit en ligne, soit sur le papier, et on leur montre l'histoire, la couverture, et on leur montre des petits extraits, mais c'est un peu du bricolage, hein, mais malheureusement, je n'ai pas de service de presse, donc du coup, on fait comme ça. Il y a des bibliothèques là-dessus qui ont réussi à avoir des partenariats au plus long cours derrière, qui réussissent à mettre en place des partenariats avec des librairies notamment, et c'est vachement intéressant. Nous, c'est encore un peu frais, et on est un peu dans le débroussaillage de ce qu'on pourrait faire avec les librairies, mais le Covid a un peu arrêté tout ça. Arrivez-vous à les garder à la bibliothèque? C'est-à-dire les enfants de Armen Semi, j'imagine. Alors, on en perd comme tout le monde. Hein, les enfants, quand ils commencent à rentrer au collège, il y a déjà une fracture en général. Et c'est pour ça que régulièrement, il faut qu'on remotive les nouvelles générations. Et il y a des moments de creux où on n'a pas d'enfants trop moteurs et où il n'y a pas trop de choses qui se font au niveau de la participation. C'est pas grave, en fait. De toute manière, on ne peut pas forcer la participation. L'idée, c'est que ça vienne des gens, donc on ne va pas leur dire « mais vous allez participer !» Donc, ça, c'est pas trop possible. Donc, voilà, il y a des moments de vache maigre, j'ai envie de dire, où il n'y a rien, où il n'y a pas d'enfants trop acteurs. Ils préfèrent plus être dans leur coin, lire leurs livres et pas trop participer à la vie de la bibliothèque. Ça arrive aussi. Mais souvent, c'est par cycle un peu. Alors, où trouvez votre organigramme? Notre organigramme, alors je vais être honnête, il existe. On a dessiné un puzzle avec 4 briques, 4 morceaux de puzzle emboîtés. Sur ces morceaux de puzzle, il y a marqué un qui est donc accueil, un qui est participation, un qui est action culturelle et un qui est pôle doc. Et vaguement, de temps en temps, on pense à remettre les noms des gens qui sont dans ces pôles, puisqu'il s'agit en fait des pôles de la bibliothèque. En fait, on a un organigramme sur le Wikibib interne de Paris, mais je pense que vous n'y avez pas accès depuis chez vous. Donc... mais après, combien on est? On est 13. On est 13 à la bibliothèque. Donc, on a cette chance. Il faut le préciser parce qu'à Paris, on a beaucoup de chance. On est pour une bibliothèque de 1000 m², de 900 m². On est vraiment nombreux, quoi. On est nombreux, donc ce qui nous permet aussi de faire plein de choses, hein, soyons clairs. C'est comme ça qu'on peut se permettre de faire tout ça. C'est aussi parce qu'on est nombreux. Alors, au moment du recrutement,
Alors, c'est clair. Bah oui, ça, c'est une bonne question sur le recrutement. Nous, clairement, quand on recrute quelqu'un, on annonce de but en blanc ce qui va être, du coup, l'organisation horizontale, la co-responsabilité et le besoin, du coup, de se sentir la capacité à travailler en autonomie sur un projet participatif. Il y a quand même là-dedans des choses qui ne sont pas évidentes pour tout le monde. Je parlais tout à l'heure d'organisation horizontale. Il y a des gens qui ont besoin, et ce n'est pas honteux, et on l'assume totalement, de validation au quotidien, d'encadrement, et d'encadrement en fait opérationnel direct. Typiquement, nous, c'est bête à dire, mais on va poser nos congés nous-mêmes sans validation sur nos congés. Simplement, on regarde quand est-ce qu'il reste de la place et on met nos congés. Il y a des gens que ça terrifie. Et c'est évidemment pas, ce serait pas une atmosphère de travail possible pour eux de venir bosser chez nous. Pareil pour la posture d'accueil, hein, le fait justement d'être comme ça dans un accueil mobile, un peu individualisé, etc., ça met pas tout le monde à l'aise et on le comprend complètement. Enfin, c'est normal de pas être à l'aise avec ça. Ça peut être personnel, professionnel, enfin peu importe. C'est pas. Mais effectivement, on a cette chance aussi de pouvoir recruter les gens et de leur expliquer directement le projet avant qu'ils n'arrivent en fait, et qu'ils valident avant d'arriver en fait. Sinon, ça serait plus difficile. Quelle piste ou projet serait adaptable dans un contexte de bibliothèque universitaire? Les publics sont différents, ils font aussi. Je pense que la première question à se poser là-dedans, c'est dans le cadre de cette bibliothèque universitaire, quel pouvoir vous avez pour repenser votre organisation en interne? Puisque si vous voulez faire de la participation, vous allez avoir un moment besoin de vous poser la question de qu'est-ce que vous êtes prêt à déléguer à vos étudiants? Qu'est-ce qu'eux ont envie de faire? Et quel degré, disons, quelle latitude vous pouvez leur laisser? Je pense que typiquement, il y a quand même des trucs qui se font. Je vois par exemple l'exemple de Jussieu à Paris, où il y a eu pas mal de choses qui ont été intéressantes, notamment sur des animations, des sur murder parties, des murder parties qui ont été faites par les étudiants. C'est ça. Où là-dedans, il y a quand même vraiment des choses à creuser, mais clairement, je pense qu'en BU, il y a des gens qui ont un usage beaucoup plus posé, silencieux et calme de la bibliothèque, mais je pense que vous auriez quand même des étudiants qui pourraient, mine de rien, avoir besoin d'espace, par exemple. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, là-dessus, ils sont ravis de pouvoir bosser, mais s'ils pouvaient avoir un espace pour leur assos, par exemple, ou s'ils pouvaient avoir un endroit avec des acquisitions participatives, parce qu'ils ont des idées très claires sur ce dont ils ont besoin. Il y a vraiment des choses à creuser. Dans les BU, les fonds, en fait, il y a certains étudiants qui vont peut-être être plus experts dans l'acquisition de certains fonds alors je dis pas plus experts que certains collègues, mais qui peuvent être peut-être des compléments, qui peuvent être peut-être, parce qu'on fait tous des suggestions d'achat dans les bibliothèques, mais peut-être aller au-delà, ça peut se faire dans n'importe quelle bibliothèque, et notamment en bibliothèque universitaire, sur certains fonds spécifiques, ça peut être intéressant. Les canals BD sont distribués gratuitement. Il donne une première idée. Oui, effectivement, les canals BD sont une de mes sources pour les BD. Merci. Alors, merci. Difficile pour les bénévoles. Dans une petite bibliothèque rurale loin de vos quartiers, nous manquons de place, mais j'ai retenu quelques idées. Merci à vous. Merci, oui. On se doute. Alors oui, encore une fois, le contexte de Louise Michel est spécifique, c'est pas le même partout, et puis il doit y avoir effectivement beaucoup de bénévoles parmi vous, sans qui nous ne serons rien. Les bénévoles, c'est super important et malheureusement pas toujours valorisé. Nous, on essaie de les chouchouter, les nôtres. Alors, pas de partenariat possible avec les librairies spécialisées locales. En fait, c'est compliqué parce qu'on a des marchés publics, comme tout le monde, donc on passe par des gros libraires qui change tous les 6 mois. Donc en fait, si on n'achète pas au même endroit que... Enfin bon, bref, c'est toute une galère, mais effectivement, ça peut être... C'est des pistes qu'on étudie pour avoir des espaces d'office pour nos jeunes. Merci pour vos petits mots, en tout cas. Merci beaucoup à vous tous. Je pense qu'on peut encore rester un peu poil, donc à voir avec les organisateurs, mais s'il y a encore des questions, vous n'hésitez pas. Questions par micro, si vous voulez aussi, qu'on entende vos douces voix. C'est super. Merci à vous tous, en tout cas. C'est toujours un peu compliqué en ligne, parce qu'on n'a pas votre retour. Alors, donc voilà, n'hésitez pas. Si après vous avez d'autres questions ou par mail même, si vous voulez nos contacts, voilà, n'hésitez pas. Il y a le mail de la bibliothèque qui est dispo sur tous nos réseaux sociaux. Voilà, il n'y a pas de souci. On répond très souvent à des mails professionnels si vous avez des choses qui vous reviennent derrière sur des projets spécifiques. Voilà. Donc, beaucoup de merci. Bah ouais.